moi, je suis très content d'accueillir les auteurs de cette BD. C'est une BD que j'ai adorée. J'imaginais la surprise, l'étonnement de voir débarquer ces soldats. Nos auteurs vont vous la présenter et donc je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Oui, pour commencer, donc, alors on a la chance d'avoir aujourd'hui un groupe de jazz local, de Pommer, le Poirier Jazz Club, qui va, en introduction, vous jouer un morceau du héros principal de la BD, Jazz du Lieutenant, qu'il a écrit, on voit sur une des planches, qu'il a écrit à la suite d'un gazage. En fait, il a été gazé pendant la Première Guerre mondiale. Il a écrit sur cet épisode-là, un morceau, donc c'est dans 1918, et donc le groupe ici présent a retrouvé les partitions de l'époque. L'arrangement. D'un Brestois, d'un musicien professionnel brestois. En plus. Et donc pour introduire un peu la conférence, ils vont vous jouer ce morceau-là, donc du héros principal de Jazz Lieutenant. Voilà. 1, 2, 3, Donc alors Jazz Lieutenant, donc c'est une histoire, un destin assez incroyable d'un joueur de jazz, d'un pianiste, d'un chef d'orchestre, dont le destin va basculer avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Et donc c'est une histoire que peu de gens connaissaient. Et donc vous avez découvert ça. Dites-moi comment vous avez découvert, c'est le point de départ de votre histoire. Alors le point de départ, donc moi je vais me présenter, Erwan Lebot. Oh pardon, excusez-moi, désolé, oui. Donc Erwan Lebot, qui est le dessinateur de la BD, et Malo Durand, qui est le scénariste et le dialoguiste de la BD. Voilà. Donc moi j'ai commencé à découvrir cette histoire il y a déjà pas mal de temps. Il y a quelques années, je suis tombé sur un article du Télégramme de Brest. Donc, qui relatait le camp de Pontanezen, c'est un quartier de Brest au nord de la ville, qui était le camp de transit des troupes américaines avant de rejoindre le front. Donc, des milliers de soldats ont débarqué dans ce camp, à tel point qu'à un moment donné, le camp était peut-être aussi grand, sinon plus, que la ville. Il y avait presque autant de militaires américains que de Brestois. Et donc voilà, cet article relate un petit peu l'histoire de ce camp. Il y avait déjà un entrefilé sur James Rees-Europe qui m'avait, disons, un petit peu intéressé par l'aspect, disons, enfin là j'ai compris qu'il n'y avait pas que des militaires, mais aussi des musiciens, des artistes. Voilà. Je vais passer la parole à Malo. Oui, et tu m'en as parlé il y a, je sais pas, 2 ans maintenant, 2, 3 ans, en me disant qu'il y avait vraiment matière à écrire un récit assez passionnant parce que c'est quelqu'un qui a eu un destin exceptionnel et tragique. Alors, je révèle la fin, mais comme on est sur un personnage, on parle d'un personnage historique, je crois qu'il n'y a pas d'intrigue, on n'est pas... Voilà. Donc il a subi
il a connu les tranchées, il a survécu à une attaque au gaz, mais il se trouve que peu de temps après son retour aux États-Unis, en 1919, il va être assassiné par un de ses musiciens, qui va le poignarder à mort au cours d'une rixe après un concert à Boston. Et on est tout proche du centenaire d'ailleurs de sa mort, puisqu'il est mort le 9 mai 1919. Voilà. Et donc en découvrant cette trajectoire, on s'est dit qu'il fallait absolument la faire connaître, la raconter, parce que c'est très méconnu. Or, c'est intéressant à tout point de vue, d'un point de vue d'histoire musicale, mais aussi politique, aux États-Unis et chez nous. Là, c'est la grande histoire, et qui rejoint l'histoire des États-Unis, la Première Guerre mondiale, l'histoire de la musique également. Et alors, au début de la BD, donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, quand les orchestres américains, il y avait des orchestres blancs, des orchestres noirs, et donc Jim Reeserup, lui, avait un orchestre noir, donc à 100%, et avait du succès, a démarré à New York, a vraiment été un musicien de succès. Ouais, donc il naît en 1880, à Mobile. Il déménage à Washington avec sa famille au cours de son adolescence, et puis il décide de monter à New York aux alentours de 1904, rejoindre son frère qui est déjà là-bas, qui a entrepris une carrière de musicien, parce que New York s'affirme comme un peu la Mecque des artistes noirs aux États-Unis. Et il se trouve que très vite, tout jeune, il va se montrer très entreprenant et se révéler être un meneur d'hommes. Il va monter, alors il n'avait pas un orchestre, il en a monté des dizaines à géométrie variable. Ça pouvait être des quintettes, comme il a créé un orchestre, un méga orchestre de 100 instruments, dont 10 pianos sur scène. Enfin, il faut imaginer un peu le show phénoménal que ça devait être. Non seulement il monte des groupes, des orchestres, mais en plus il a dans l'idée de faire en sorte d'asseoir les droits de sa communauté, en tout cas dans le domaine artistique, en créant des organisations de type, on va dire, syndical. Voilà. Donc il en a créé plusieurs, où il a participé à la création de plusieurs d'entre elles. La première, c'est The Frogs, dont il est question dans la bande dessinée. Ensuite, il y a le Clé Club, qui est extrêmement important et qui est plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire un syndicat, une bourse du travail, et puis un ou plusieurs orchestres. Voilà. Et je dirais que tout ça nous a amené à une grande question qu'on s'est posée par rapport au parcours de ce personnage, et qui est la suivante, c'est pourquoi il va décider de s'engager dans ce conflit, puisqu'on voit qu'il est au sommet de sa gloire, il est une des vedettes de Broadway, et il côtoie les grandes familles américaines. Ouais, toi tu as les planches derrière toi, tu les vois pas, mais Véronique est en train de les passer, et là par exemple on est aux alentours de 1912-1913, et on le voit animer des soirées dansantes d'un couple blanc, en l'occurrence les Castle, Vernon et Irene Castle, qui sont des gens de la jet set de l'époque, qui popularisent les danses comme le foxtrot. Et c'est Jim Europe et ses orchestres qui rythment ces soirées-là. Donc il est, comme le disait Erwan, tout à fait... je veux dire, sa carrière est lancée pleine balle. C'est quelqu'un d'extrêmement connu et reconnu à Broadway. Et donc la question que tu viens de formuler, c'est celle qui nous a donné envie de raconter cette histoire. C'est pourquoi il s'est mis en tête de s'engager dans un régiment pour traverser l'Atlantique, aller en France, prendre des risques. Et la raison, c'est une raison politique. Il a tout à perdre, et notamment sa vie, parce que le risque de se faire trouer la peau. Et il faut dire qu'à ce moment-là, l'armée américaine est ségrégationniste. C'est-à-dire que les Afro-Américains ne sont pas considérés comme des combattants. Il ne faut surtout pas les armer. Donc on leur donne des tâches subalternes. On leur donne des
travaux publics, ils sont dockers, voilà, des travaux de force. Donc on a presque envie de dire que c'est une sorte de prolongation de l'esclavage en quelque sorte. Voilà. Et eux, James Rees Europe, et enfin pas seulement lui, mais là, à ce moment-là, il est sur Harlem, qui est au début de sa reconnaissance en tant que capitale noire. C'est une exception aux États-Unis, c'est peut-être même une capitale noire mondiale à ce moment-là. Et il y a un mouvement intellectuel qui émerge avec des écrivains, des poètes, des musiciens, mais aussi des avocats. C'est vraiment le début de cette intelligentsia noire qui prend part. Et il y a une réflexion justement par rapport à la position adoptée à ce moment-là, à savoir est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et voilà, James Rees Europe va prendre une décision importante. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un commandant blanc, progressiste, qui est chargé de créer un régiment à Harlem, justement. C'est le 15e régiment de aide-moi Erwan, 15e régiment de la garde nationale, voilà, de New York. Ouais. Et donc il vient chercher James Rees Europe précisément pour ses compétences de musicien, parce que il estime que ce régiment doit être accompagné d'une fanfare prestigieuse pour asseoir sa réputation. Et Jim Europe va accepter. Parce que c'est un défi qui lui plaît, c'est quelqu'un qui avait du tempérament, c'est peu de le dire, et puis il y voit l'opportunité de faire évoluer donc la cause de sa communauté, en se disant que eh bien, voilà, des soldats noirs qui s'engagent dans le contingent qui est envoyé en France, qui vont éventuellement verser leur sang, eh bien peut-être que ça permettra de faire évoluer les droits de la communauté afro-américaine au retour. On sait, après coup, que ça n'a pas été couronné de succès, mais c'était ce défi-là qu'il avait en tête, visiblement. Et donc, il est allé chercher les meilleurs musiciens de l'époque dans son entourage, donc à Broadway, mais aussi à Porto Rico pour les clarinettistes, par exemple. Et donc, il crée une fanfare qui a déjà une dimension inhabituelle, c'est-à-dire qu'on est largement à plus de 40 musiciens, et puis en plus qui regroupe les meilleurs musiciens de ragtime de l'époque. Et donc, en l'espace d'à peine un an, il va déjà les faire jouer ensemble, et, travailler un répertoire de marche malgré tout, parce que c'est une fanfare militaire, donc, mais c'est des marches, ce sont des marches qui balancent. C'est des marches au rythme du ragtime, et donc c'est ça que les Français vont voir arriver, à commencer par les Brestois, qui le 1er janvier 1918 assistent à leur arrivée sur les quais du port de Brest, et la fanfare joue la Marseillaise. Et personne ne reconnaît la Marseillaise. Il faut 8-9 mesures pour que les gens se disent « Ah oui, donc c'est l'hymne national en fait ». Mais joué façon brass band, façon New Orleans si on veut, enfin voilà. Donc il faut imaginer le choc culturel. Il y a des femmes en coiffe, là. Il y a des, voilà, c'est quelque chose de complètement hallucinant. Et ils vont traverser la France, et partout où ils vont passer, les gens vont être subjugués de la même manière. Et ils arrivent à ce moment-là en libérateurs, ce qui est un symbole aussi assez fort, parce que en tant que descendants d'esclaves, là ils reviennent en libérateurs. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort à ce moment-là. Ceci dit, là, pour revenir juste à l'arrivée à Brest, c'est une période de très courte durée, probablement de quelques heures, puisqu'ils vont ensuite prendre le train pour Saint-Nazaire, où on les attendait. Et là, l'ambiance va être totalement différente. Oui, parce que donc il y avait 2 ports choisis par le commandement américain pour
déployer leurs forces en France, Brest et Saint-Nazaire. Mais le port principal, d'un point de vue logistique, c'était Saint-Nazaire. Et donc, le commandement américain va imaginer se servir de ce régiment pour effectuer les basses tâches, les tâches de travaux, de déchargement, des travaux de terrassier, de docker, etc., comme tu l'as dit tout à l'heure. Or, le commandant Hayward de ce régiment de New York ne l'a pas du tout entendu de cette manière. Il n'était pas venu en France pour voir ses hommes piocher ou débarquer des marchandises. Il était là pour aller se battre au front avec ses hommes. Et donc il a beaucoup insisté auprès du commandement américain, qui ne voulait rien entendre, et auprès du commandement français. Et là, par contre, il a reçu des oreilles attentives, parce que dans l'état où était la France et les forces françaises en 1918, toute recrue ou renfort était bon à prendre. Et finalement, c'est l'armée française qui les a intégrés en leur sein. C'est le général Gouraud qui les a intégrés à la 4e armée française. Et à partir de là, le régiment est parti vers le front.